Et nous sommes lundi, et vous le savez, tous les lundis dans ce grand direct de la santé, il y a notre rubrique Comment ça marche. Et aujourd'hui, on va vous expliquer comment ça marche les essais de médicaments. Alors, ils sont mal connus du grand public, les essais cliniques inspirent la méfiance, mais restent essentiels pour le développement des nouveaux médicaments. Alors, comment ça marche? Qui peut participer à ces essais? Quels sont les risques? On voit ça avec vous, docteur Marcel Ichou. Alors, ça dépend des phases, parce que le but, avant tout, d'un essai clinique, c'est qu'il faut avoir en tête que tout médicament a forcément des bienfaits, mais il a aussi, en contrepartie, des contre-indications et des effets toxiques. Donc, les essais cliniques sont là pour évaluer la part de tolérance, de sécurité, d'innocuité, parfois, de ces médicaments. Alors, les phases sont extrêmement répertoriées. En amont, il y a des phases d'essais sur des animaux, pour essayer de voir si déjà chez l'animal, à peu près trouver la dose sur laquelle on va commencer l'essai et voir si les effets toxiques sont plus importants que les effets bénéfiques. Et ça, il faut avoir en tête que c'est toujours un équilibre. Les patients n'ont pas ça en tête, mais nous médecins, on sait que à chaque fois qu'on donne un médicament, on prend un risque. Et il faut prendre le risque minimum, c'est-à-dire donner le maximum d'avantages et prendre le minimum de risques. Donc dans les essais cliniques, la philosophie de l'essai clinique, c'est exactement ça. Alors, la première phase d'un essai clinique, c'est essayer de tester une molécule sur laquelle on a travaillé et de voir comment elle est supportée. On le fait sur des sujets sains. Évidemment, éclairés, informés. C'est-à-dire sur des êtres humains, en fait. C'est-à-dire qu'on prend des gens et on leur dit « venez faire un essai clinique ». Alors, souvent, ils le demandent parce que cette phase-là est rémunérée. Et très souvent, nous, étudiants en médecine, pour se faire un peu d'argent, on participait à... les étudiants en médecine font souvent ça, des essais? Oui, souvent parce que c'est connu, ils savent que c'est un moyen de gagner un peu d'argent. Et il faut être, pour cela, en bonne santé. Il ne faut pas avoir de pathologie intercurrente qui risquerait de modifier cette phase-là. C'est payé combien? Oh, c'est quelques centaines d'euros. Hein. Ça dépend de l'essai, ça dépend du temps, ça dépend du... Mais on prend un risque? Écoutez, je vais vous dire une chose, ça paraît fou, mais quand vous prenez un médicament, n'importe quel médicament, vous prenez un risque. Tout le temps. Oui, mais là, le médicament n'est pas testé. Là, il n'est pas testé, puisqu'on le teste. Raison de plus. Non, mais est-ce qu'on met en danger sa vie, par exemple? On essaye de limiter les dégâts. On s'est rendu compte. On essaye de limiter les dégâts, c'est pas très optimiste, votre truc, là. Justement, c'est ça que je voudrais vous faire comprendre. Même quand vous avez un médicament qui est sur le marché depuis des mois, on vous annonce parfois, ça fait 15 ans qu'on utilise ce médicament, il a été utilisé chez quelqu'un qui est mort à la suite de l'utilisation du médicament. Donc, prendre un risque, oui, on prend toujours un risque. Mais on ne peut pas se départir d'un risque dès qu'on prend un médicament. Il y a un sondage qui a été fait qui dit que 54% des Français ne sont pas prêts à participer à des tests de médicaments et l'industrie pharmaceutique dit rencontrer des difficultés à trouver des personnes volontaires pour tester des futurs médicaments. Mais vous ne nous rassurez pas là quand vous dites ça. Il n'y a pas à rassurer, il y a un risque qu'on prend. Donc, Docteur Cohen. J'ai pas souvenir qu'il y ait un étudiant en médecine qui soit mort, parce qu'en réalité, le risque létal, c'est-à-dire le risque de mort et le risque de toxicité, il intervient souvent après les essais cliniques en phase 1 et 2, c'est-à-dire les essais de toxicité où on mesure quand même les choses. Donc quand ils font essayer les médicaments aux gens, en général, le risque il est surtout au niveau de la contre-indication ou du fait que ça ne marche pas, mais rarement au niveau de la mortalité. Alors quelles sont les procédures pour devenir testeur de médicaments? Alors pour devenir testeur, encore une fois, c'est dans une phase très particulière. On demande, on passe par un comité régional d'éthique, c'est-à-dire qu'il faut donner toute l'information sur le médicament et après on valide ou non les personnes. Mais cette phase-là où on est rémunéré, c'est la première phase, celle dont Jean-Michel a parlé, qui n'est pas la plus importante. Les phases importantes, c'est des malades qui sont porteurs de la maladie. Et là, ces gens-là, eux, ont une volonté de vouloir avoir une possibilité d'être guéris de leur maladie et spontanément, ils sont prêts même à prendre un risque parce que, encore une fois, surtout dans des maladies comme le cancer, on essaye parfois d'innover, on prend effectivement un petit risque, mais c'est toujours cette balance que je vous explique. Mais si on est sain, entre guillemets, si on n'est pas malade, qu'on a envie de faire ces tests, il y a un parcours médical, il y a un lieu où il faut s'inscrire, comment ça se passe? Alors, il y a effectivement des instances. Si on veut gagner de l'argent, parce qu'en gros, on ne fait pas ça pour les beaux yeux de quelqu'un. C'est juste parce qu'on a envie de gagner d'argent, on a envie d'arrondir ses fins de mois. Qu'est-ce qu'on fait? Encore une fois, c'est la phase la plus restreinte quand même de ces essais. Il y a un comité qui s'appelle l'Agence nationale de sécurité du médicament et vous pouvez demander
demandé à être participant et on vous sélectionne. Évidemment, on fait des tests avant pour voir si vous êtes en bonne santé, un examen clinique, un examen biologique, pour se rassurer qu'il n'y ait aucune pathologie qui pourrait interférer sur le résultat. Et les laboratoires exigent des critères précis, il faut être non-fumeur, sans antécédents médicaux, pas d'allergie également pour pouvoir participer à ces tests. Et pour éviter les abus et la mise en danger des testeurs, la somme totale est limitée à 4 500 € par an. Voilà, et c'est non imposable. Et c'est non imposable, effectivement. Mais c'est pas mal, hein. Ça tient vraiment, ça touche une population qui est souvent une population informée. On le disait avec Jean-Michel tout à l'heure, les étudiants en médecine, et puis certaines personnes qui veulent gagner de l'argent. C'est souvent des gens jeunes, parce qu'à partir d'un certain âge, malheureusement, on a toujours des pathologies, même si elles sont minimes, mais on a toujours des pathologies intercurrentes qui vous éliminent de l'essai. Mais comment ça se passe? On va dans un hôpital pour faire les tests? Ça se fait chez nous? Comment ça se passe? Oui, non, on va dans un hôpital ou dans un lieu sécurisé avec des médecins et on vous fait tout. Et vous êtes sous contrôle médical en permanence? En permanence, il y a des contrôles sans arrêt. Alors, ça dépend du produit, ça dépend du protocole. Les protocoles sont à chaque fois extrêmement spécifiques, mais il y a un contrôle absolument majeur et très très important parce que auparavant, avant-guerre et tout de suite après la guerre, on prenait des risques insensés. C'est-à-dire, on faisait les essais comme on les fait maintenant sur les animaux, on les faisait sur les hommes. Mais comme il y a pour le coup là énormément de dangers, on est passé par cette phase de sécurité qui limite les risques. C'est pour ça. Il y a un risque, mais il est limité. Et il y a des droits en tant que testeur, hein, des droits qui sont très forts, parce qu'on peut quitter un essai clinique à tout moment, sans donner de raison. On doit connaître toutes les informations sur notre santé, on doit être tenu informé en cas d'événement grave, et on doit également obtenir des dédommagements en cas de préjudice. Donc c'est vraiment très encadré. Et c'est pour protéger le patient au maximum.